Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Andrea, comment ça va ? Ça va très bien, écoute. C'est la question que j'aime bien poser toujours au début. C'est comment ça va ? Je suis en pleine forme parce que voilà, je réalise plein de choses sympas en ce moment et voilà, c'est que du bonheur. Beaucoup de musique, beaucoup de... C'est ça. Et un projet qui se met bien en place. Donc voilà, je suis assez contente. Alors, le principe de Caridas, il est simple, très, très simple, c'est de l'interview. On va échanger ensemble sur ton parcours, sur ta vie en général, de manière positive et inspirante. Alors, tu as des cartes en face de toi. Okay. Alors, il y aura le roi, il y aura la reine, il y aura l'as. Il y a le joker qui est de côté. Ça, le joker, il peut sortir à tout moment. Que ce soit en plein milieu d'une question, que ce soit dès que tu as envie, il le sort. C'est une question un peu plus souriante, un peu plus, pas forcément en rapport avec ta carrière. Ça peut être pas mal de petites choses qui se cachent derrière. D'accord. Tout ça pour sourire un petit peu et divertir un petit peu. On se croirait au casino, là. Ouais, c'est un peu ça. On a des cartes, alors avec des jolis petits dessins dessus, avec des dessins réalisés par un dessinateur qui s'appelle Titou. On le remercie en même temps pour ses cartes. Je vais te laisser choisir la première carte et nous dire la question qui est derrière. Allez, et y répondre. Très bien. Alors, je retourne la carte bleue. Que veut dire réaliser un rêve ? Voilà, tout un programme. Ouais. Alors, écoute, en tout cas, réaliser un rêve, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je sais plus qui avait dit un jour, on ne place pas un rêve en toi par hasard. Et moi, ça me parle énormément. C'est mon rêve de devenir chanteuse. En fait, il a toujours été en moi. Même si je ne m'autorisais pas à m'imaginer que je le réaliserais un jour, mais en tout cas, ça me faisait énormément rêver quand j'étais seule dans ma chambre d'adolescente et que j'écoutais en boucle mes divas comme Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion. Ça me faisait carrément rêver et je me voyais sur scène. Mais voilà, j'avais des croyances limitantes et je me disais mais c'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop beau, voilà. Mais elle était comment cette Andrea enfant ? Enfant, donc j'étais la 4e petite fille d'une fratrie et j'étais très timide, très introvertie, beaucoup de manque de confiance en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, prendre la parole, être dans la lumière, etc., c'est qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Et ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire enfant ou adolescente. Et il y avait déjà de la musique en tant qu'enfant et adolescente ? Oui. La musique a toujours été omniprésente dans ma famille. J'ai grandi dans une famille de mélomanes, entre un oncle disque jockey, un frère DJ, un cousin DJ, mais aucun membre de la famille n'était musicien. Donc, je n'avais pas le sentiment forcément d'appartenir à cet univers. Mais quand même, j'ai baigné dans les bons sons de la bonne musique des années 80. Et voilà, c'était super inspirant. Mais alors, comment on a l'idée tout d'un coup de se lancer dans une carrière musicale ? En fait, ça a été un cheminement. Il y a eu plusieurs déclencheurs autour de la quarantaine. J'ai d'abord, le premier déclencheur, c'est des cours de chant avec un chanteur lyrique. Et en fait, j'ai le fils de ma voisine qui a tapé à la porte un jour, qui m'a dit « Je t'entends chanter, je sais que t'adores chanter ». J'ai fait la rencontre d'un coach vocal qui est coach vocal de Tina Arena, Lam, Amel Bent. Et moi, j'avais toujours rêvé de prendre des cours de chant et je l'avais jamais fait. Et il me dit « Tiens, prends son téléphone si jamais tu veux le contacter ». Et chose que j'ai faite. Et puis de là, on a commencé à faire des coachings vocaux. Et il y a eu 2 autres déclencheurs. Il y a eu l'entrée dans ce qu'on appelle la midlife crisis, la crise de la quarantaine. Ça a été un moment de prise de conscience important pour moi et où j'ai réalisé que en fait j'étais entre 0, 80, 90. J'étais en milieu de vie et que si je voulais réaliser mes rêves, c'était maintenant ou jamais. Et il y a eu également le Covid qui est venu renforcer ce mouvement d'introspection, de questionnement. Mais on peut redévelopper chacun de ces déclencheurs. Mais du coup, on reparle de réaliser les rêves, comme la question de tout à l'heure. Ce qui a été ton cas, du coup. Complètement. En fait, c'était un coup du destin, quoi. C'est qu'on vienne me proposer ce coach vocal. Et oui, en fait,
ce rêve, il était toujours en moi. C'était cette voix intérieure qui me murmurait chante, 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 mais que je mettais en sourdine parce que je me l'autorisais pas. D'une part parce que la conception que j'avais de ce métier de chanteuse n'était pas compatible avec ma valeur numéro 1 dans ma hiérarchie des valeurs, qui était la famille. Je voulais être une maman présente pour mes enfants, et ça c'était super important pour moi. Je voulais pas avoir de regrets à ce niveau-là. Donc l'idée que je me faisais du métier de chanteuse n'était pas compatible avec ma valeur numéro 1, qui était la famille. Et aussi, je n'étais pas prête parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes. Et c'est que avec ce cheminement, avec les années, l'âge, la maturité, que j'ai pris conscience qu'on était pétri d'injonctions sociétales, environnementales, familiales, d'héritage inconscient. Et il a fallu que j'identifie toutes ces croyances limitantes et que je les éradique pour enfin me faire confiance et prendre un virage à 180 degrés et aller réaliser mon rêve. Et il y a eu du soutien derrière, je pense, quand même. Parce qu'il y avait quand même déjà la vie qui était bien tracée, comme on le dit, avec la famille, avec les enfants. Mais derrière, je pense qu'il a fallu ce soutien pour pouvoir se lancer. Oui, le soutien, il était là parce que comme j'ai été dans ma première moitié de vie consacrée à l'extérieur, aux autres, à ma famille, je ne pouvais qu'avoir en retour, à un moment donné, ce soutien dont j'avais absolument besoin. C'est mon socle. C'est ce qu'il fallait. Alors, est-ce que il faudrait toujours oser les choses? Est-ce que oser, pour vous, c'est important? Pour toi même, parce que je dis vous, là, en plein milieu, mais... Oui. Ah oui, c'est fondamental. Il faut oser prendre sa place, il faut oser se faire confiance. J'ai réalisé que c'était super important, parce qu'on n'a qu'une vie, parce que la vie est courte. Et moi, en réalisant ce rêve, je vais à la chasse au futur potentiel regret de ne pas réaliser ce rêve-là. J'ai pas envie d'être une mamie un jour devant sa glace et de me dire quand même ce rêve-là, tu l'as même pas tenté. Au moins, je l'aurais tenté et j'aurais pas de regrets. Il y a encore le temps d'y arriver. C'est ça. On n'y est pas encore. Alors, sur chaque article, on lit beaucoup de ce genre de choses, on utilise beaucoup de références par rapport à ton âge. Est-ce que c'est pas quand même un peu gênant? En fait, je comprends parce que c'est assez atypique. Alors, ma démarche, je pense qu'elle est typique et atypique. Elle est atypique parce que je ne connais pas beaucoup de femmes qui se lancent dans l'industrie musicale après 40 ans, 45 ans. Donc, c'est assez atypique. Par contre, c'est typique dans la mesure où, après le Covid, il y a eu énormément de désir de se réinventer, de changer de voie. Et a priori, d'après les sondages, 60% des Français ont eu envie d'une reconversion professionnelle après le Covid. Il y a eu beaucoup de prise de conscience. Oui, on a eu envie de plus de liberté et de changer un petit peu. Exactement. Tout à fait d'accord. Alors, avant de passer à la deuxième carte, donc, qui est la reine, que dirait Andrea Ponti adulte à l'Andrea Ponti enfant? Alors, c'est marrant ta question parce que cette question-là, je me la suis posée. Et en fait, ça a fait l'objet d'une 5e chanson avec François Vellegreen et William Rousseau, qui sont mes auteurs et compositeurs. François Vellegreen, qui est auteur de chansons de Amel Bent, Amir, Kenji, et William Rousseau, qui est compositeur de Florent Pagny, Angoune, Céline Dion. Et nous avons fait une chanson justement où je m'adresse à la petite fille que j'étais et où je lui dis fais-toi confiance, ne sois pas si timide et mets tes peurs, tes craintes de côté parce qu'un jour ou l'autre tu vas le réaliser ce rêve. Si on réécoute bien depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'aspects sur la confiance en soi quand même. C'est fondamental. En fait, c'est ce qui m'a manqué énormément dans l'enfance. Après, à l'adolescence, j'étais quand même très sociable, intégrée, j'avais beaucoup d'amis, etc. Mais, je sais pas, vis-à-vis des adultes, j'étais assez impressionnable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ouais, c'est tout un travail à faire. Bon, j'ai fait une psychothérapie, c'est pas un gros mot. Aux États-Unis, c'est tellement banal de dire ça, mais pas que. J'ai aussi, moi, j'aspirais à être psychologue. J'ai fait des études de psychologie, j'ai passé un master. Et j'ai pris conscience que c'était fondamental de mieux se connaître. Connais-toi toi-même, c'est vraiment la base de tout. Connais tes valeurs et marche en fonction de tes valeurs.
Alors là, maintenant, on va passer à la deuxième carte, qui est la reine. Donc, toujours rouge et bleu. Ok. Mais alors, laquelle de reine? Allez, on va prendre la rouge. Quel est le lieu idéal pour trouver l'inspiration? Rentrons dans le domaine de la musique. Oui. Alors écoute, je suis assez fière parce que je peux dire que donc la chanson qui s'intitule La musique et moi, je suis co-autrice SACEM avec François Valgreen et donc j'ai beaucoup été inspirée par ce thème. C'était à un moment donné où j'ai eu envie de faire la chanson numéro 4 et François Valgreen, lui, par contre, il était super occupé à ce moment-là. Il m'a dit, écoute, là, je suis dans un couloir d'écriture sur l'album d'Amel Bent. Je sais que tu vas être super inspiré sur cette chanson et je sais que tu avais un lien à l'écriture lorsque tu étais adolescent. Tu écrivais des recueils de poèmes. Donc, commence à défraîchir et en fait, l'inspiration, elle m'est venue. Donc, un soir où toute la maison était endormie et j'ai écrit toute la nuit. J'ai écrit beaucoup et ça a servi de matière à François Valgreen pour après me le mettre au format chanson. Et du coup, l'inspiration, elle peut venir là, dans ces moments de tranquillité, dans ces moments de... Oui, j'ai besoin de calme et ça arrive plus souvent la nuit et même quand j'étais adolescente, j'écrivais des poèmes la nuit. Et moi, quand j'écoute tes chansons, il y a beaucoup d'émotions qui passent. Comment on apprend à faire passer autant d'émotions? Alors chez moi, ça s'est pas appris, c'est complètement inné, c'est dans mon ADN et c'est hyper important pour moi de transmettre de l'émotion quand on chante. Moi c'est ce que j'aime quand j'écoute les grandes chanteuses à voix, les Christina Aguilera, les Sia, les Katy Perry, les Céline Dion, tout ça. J'ai toujours été une usine à émotions en fait, puisque j'ai réalisé récemment que j'étais une personne hypersensible. Et donc voilà, l'émotion, elle est toujours là à fleur de peau. Ça s'apprend pas, ça sort tout seul. Et comment on la travaille, cette hypersensibilité? Comment on la travaille? J'ai découvert la méditation de pleine conscience. Ça a été ça m'a beaucoup apporté. Ça a été un enseignement. Je suis tombée par hasard un jour sur un livre de Jeanne Siofachin, comment la méditation de pleine conscience a changé ma vie et pourrait bien changer la vôtre. Et voilà, et t'apprends en fait à te centrer sur toi-même. Et donc maintenant il y a des études scientifiques qui prouvent que la méditation a un impact sur la gestion des émotions, tout ça. Qu'est-ce que t'apportent tes chansons? Beaucoup de satisfaction. En fait, dès que je termine une chanson, j'ai comme une case qui se coche. Ça c'est fait, et c'est un sentiment de bien-être, d'accomplissement. Je vais laisser quelque chose derrière. Et voilà, c'est un sentiment d'accomplissement. Et les histoires dans les paroles, elles apportent quelque chose? Les paroles sont super importantes pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu rencontrer François Valgreen parce que je suis quelqu'un qui aime les chansons qui ont du sens. Et c'est la raison pour laquelle voilà j'ai tenu à le rencontrer parce que je connaissais les chansons d'Amel Bent et j'ai regardé qui était l'auteur et c'était lui et voilà on a vite fait connaissance et ça a vachement bien matché. Eh bien, en parlant de lui, comment on le rencontre, et William Rousseau également, comment on rencontre ces deux personnes qui ont déjà un bagage très important derrière eux? Alors déjà, il faut beaucoup d'audace. Il faut oser prendre la place. Ouais. Oui, faut pas avoir peur parce que en fait, on est nos propres pire censeur en fait. On peut anticiper dans le négatif en se disant mais non je suis inconnu, il va jamais me répondre, il va jamais me rencontrer. Non, essaye, va taper aux portes, ose et si ça marche, ça peut le faire. Donc en fait j'ai été repérée lorsque j'ai posté ma première cover The Winner Takes It All sur les réseaux sociaux par un manager qui m'a dit waouh, je suis super touchée par votre chanson, par l'émotion que vous dégagez, par votre timbre de voix. Je veux vous aider, qu'est-ce que je peux faire? Et je lui ai dit, écoutez, je rêverais de rencontrer François Valgreen. Et donc il l'a contacté. François Valgreen a dit, effectivement, jolie voix, le reste reste à voir. Et on s'est rencontrés et quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, le manager est revenu vers moi et il m'a dit, il a dit que en fait il va pas te faire une chanson, il va t'en faire 3. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et c'est comme ça que François Valgreen ensuite m'a fait rentrer en studio et m'a présenté William Rousseau. Et le studio, ça se passe comment du coup avec eux?
déjà, j'ai eu énormément de chance parce que j'atterris au studio Ferber, quand même les mythiques, où les plus grands artistes français ont enregistré, de Woolsey, Paradis, Carla Bruni, Clara Luciani. Donc voilà, il fallait être quand même à la hauteur. Et en l'occurrence, au studio de William Rousseau, je venais derrière le micro de Tina Arena. Donc en fait, il y a eu énormément. Il fallait sortir la voix, fallait avoir des compétences un minimum quand même. Et je m'étais préparée. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je faisais des coachings vocaux. On a eu tout le temps et toute la latitude pendant le Covid en visio. Et puis, et moi-même, je faisais des vocalises. Donc, je me suis beaucoup préparée. Donc, quand j'y suis arrivée, je me suis sentie prête. De ce que je comprends, tu es très travailleuse quand même. T'as envie d'y arriver. Depuis ce projet, je me sens extrêmement ambitieuse parce que justement, j'ai l'impression que c'est mon ikigai. Tu sais, c'est ce concept des Japonais qui disent c'est quoi ta mission de vie? C'est ce qui te donne envie de te lever le matin. Et j'ai travaillé dans ma vie, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait pas mal de choses, mais je me suis jamais sentie aussi alignée et aussi bien que depuis que je fais de la musique en fait. Il faut continuer alors, on va le dire comme ça. Oui. Comment s'est passée la rencontre avec Igit? Parce que là on parlait du coup de François Wellgreen et de William Rousseau, mais il y a Igit sur le dernier titre. Tout à fait. Igit, en fait, c'est arrivé à un moment donné où voilà, j'avais déjà fait 5 belles chansons avec François Wellgreen et William Rousseau, et je me suis dit voilà, je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça donnerait avec un autre auteur. Et je suis tombée par hasard un jour sur une interview où on parlait de lui. Et Igit, c'est quand même l'auteur qui a écrit la chanson Voilà de Barbara Pravi, qu'elle a chanté à l'Eurovision pour représenter la France. Et encore une fois, j'ai osé taper aux portes et je lui ai écrit porte virtuelle d'Instagram. C'est la solution, hein, Mais c'est une chance aujourd'hui qu'on a. C'est extraordinaire, on a accès aux gens directement. On a de la communication partout, c'est ça. C'est ça. Et donc je lui ai écrit tout simplement un DM, un message privé sur Instagram. Je lui ai dit que j'aimais ce qu'il faisait et que est-ce qu'une éventuelle collaboration serait possible. Il m'a écrit dans la seconde, il m'a répondu écoute, voilà, je suis en train de voir ton profil, c'est intéressant, viens on se rencontre, on prend un café. C'était le vendredi, on se prend un café le lundi. Ça a été d'une fluidité comme ça. C'est vraiment l'histoire d'une évidence. Cette chanson regarde parce que quand on a été prendre ce café, il m'a fait beaucoup me présenter, parler de moi, de ma vie, de la même manière que l'auteur François Wellgreen aussi, pareil. Il m'avait fait beaucoup parler pour avoir de la matière, tu vois, pour te connaître. Et Igit me dit à l'issue de ce rendez-vous, c'est marrant parce que quand on te voit sur les réseaux sociaux, tu donnes l'image d'une femme audacieuse, fonceuse, voilà. Et quand on te rencontre, on voit que tu es aussi une femme sensible, fragile, et ça m'intéresse de te voir sous cet angle-là. Ça peut m'inspirer une chanson, et ne t'étonne pas si dans les heures qui suivent, je t'envoie un texte. Et c'est ce qu'il a fait. Dans les heures qui suivent. Dans les heures qui ont suivi. En fait, il m'a dit, je vais rentrer à pied chez moi parce que marcher, ça m'inspire, etc. Il m'a dit, ça m'a fait le même effet qu'avec Barbara Pravi quand j'ai été prendre un café avec elle et que elle a parlé, elle s'est racontée et qu'à la fin, elle a dit, voilà qui je suis. Il a dit, ça, je garde. Et ça a fait la chanson. Ça a fait la chanson. Et voilà, j'adore. C'est extraordinaire. Et il est rentré chez lui, il m'a envoyé le texte. J'ai dit, mais j'adore. Bingo, on y va. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et si aujourd'hui, tu devais pouvoir accompagner un artiste sur une composition, ce serait quel artiste? Est-ce qu'il y en aurait un qui... Oui. Il y a un artiste français qui m'inspire énormément. Parce que je me reconnais un peu aussi en lui. C'est un chanteur à voix. C'est Slimane. Et moi, j'adore aussi l'émotion qu'il dégage. Comme moi j'aime faire aussi, j'aime toucher le public avec les émotions quand je chante, et voilà, mon rêve ultime, ça serait un duo avec lui, quoi. Ça serait beau, ça serait magnifique. Deux belles voix qui se rencontrent. Et voici l'As, donc toujours en bleu et en rouge. On part sur qui? Allez, on va retourner la carte de l'As bleu. Réseaux sociaux ou la vie, la vraie? Ah oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'addiction aux réseaux sociaux. Oui, voilà. En fait, il y a le côté pile et le côté face. En fait, c'est à nous de savoir trouver les bonnes limites. En l'occurrence, pour ce que je fais, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une chance énorme de les avoir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça, pour un artiste, ça permet d'avoir une vitrine. N'importe qui peut venir te voir, voir comment, voilà, ton univers, et tu peux rentrer en contact avec n'importe qui. Et aussi, surtout, avoir le feedback d'un public, d'une communauté qui grandit, que tu construis. C'est très satisfaisant. Mais l'autre côté, c'est voilà, il faut y aller avec parcimonie et faire attention de ne pas trop rentrer dedans, parce que bon, après tu peux avoir des haters, ce qui ne m'est jamais arrivé. Pour l'instant, j'ai eu que du soutien et des encouragements, que de la bienveillance. J'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Mais voilà, les très grands artistes te le disent, ils ont énormément de haters et tout ça, et ça peut miner, quoi. Un sujet que j'ai envie quand même de parler, c'est le côté de la place de la femme dans la musique. Parce qu'on voit quand même sur tes réseaux sociaux, on voit beaucoup de ce côté féminité, de cette envie de montrer qu'en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, que t'es audacieuse, que t'as envie de travailler. Que penses-tu de la place de la femme dans cet univers musical ? C'est vrai qu'il y a enfin, c'est quand même un univers masculin. Quand même, dans les producteurs, dans les compositeurs, les auteurs, il y a beaucoup d'hommes, mais de plus en plus, les femmes font leur place, mais pas que dans cet univers-là. Je pense que la femme, depuis le mouvement MeToo, pas mal, ça a été un déclencheur. La femme fait de plus en plus sa place, et heureusement, parce que c'est quand même 50% de la population. Il faut qu'elle soit représentée dans tous les secteurs de la société, dans tous les domaines. Et c'est super important pour moi. Et au moins, les émotions passent aussi de ce côté-là, ce qui est important. Oui. Et de ton ressenti, est-ce difficile quand même de s'installer en tant que femme ? Mais je pense qu'on apporte une sensibilité en plus. Je suis pas contre le patriarcat mais je suis pour l'égalité. Non, en fait, pour la complémentarité. Je pense qu'on a vraiment des choses complémentaires à s'apporter, les hommes et les femmes. Et moi, en l'occurrence, ce que j'apporte, c'est une sensibilité, un autre regard. Et chacun apporte son individualité. C'est ce qui est intéressant. Et pour terminer, quel est ton lien avec les réseaux sociaux ? Parce que là, on en parlait sur la carte qu'on a retournée tout à l'heure. Mais quel est ton lien avec ces réseaux sociaux ? Je dirais que c'était important, surtout au départ, de pouvoir jauger, en fait. Quand tu démarres de zéro, tu as besoin d'avoir des feedbacks. Et si en fait tout le monde m'avait dit écoute, essaye autre chose, ou c'est pas fait pour toi, mais je n'ai eu que bienveillance et gentillesse, et ça en fait, ça m'a donné confiance. Quand j'ai posté mon premier cover, The Reason, en fait, c'était pas mon premier, mais c'était le premier que j'ai produit en studio avec William Rousseau, parce que c'est lui qui m'avait fait l'instru. J'ai quand même eu 600 partages sur les réseaux sociaux, rien que de ce premier clip. Et donc, ça te dit, t'es peut-être à ta place, en fait. Il y a pas mal de gens qui aiment. Et quand j'ai fait aussi Grégory Le Marchal, écrit l'histoire, j'ai eu, mais c'était viral. Donc voilà, ça peut te donner ça donne de la confiance. Oui, c'est ça. Et puis pour terminer, la question, on va dire assez vue sur l'avenir. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la personne du futur, à toi du futur ? Ce qu'elle devrait faire, c'est continuer sur sa lancée, et j'espère que dans 10 ans, 20 ans, de là où je serai, peut-être dans des grandes salles de concert, je le souhaite, je dirais à la Andrea d'aujourd'hui, tu vois, on a bien fait de s'accrocher. Et on a réussi, c'est ça. C'est ça. Et merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour ton accueil. Mais avec grand plaisir. Ton accueil aussi ici, très très sympathique ce lieu. Je remercie également Nicolas, qui a fait toutes les photos pour. Merci Nicolas. Tout ce qu'on va revoir sur les réseaux sociaux juste après, comme on en parlait. Et merci du coup à Titou le dessinateur pour ces jolis dessins. Merci Titou. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.